Nous y sommes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Ce soir, nous recevons le professeur Souleymane Astou Diagne. Il est économiste de formation, maître de conférence. Il officie à l'université Alioune Diop de Bambey. Professeur, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors, avec vous, nous échangerons sur la santé économique de notre pays. Professeur, vous avez certainement scruté la mission du Fonds monétaire international qui a séjourné dans le pays du 10 au 15 novembre dernier, un exercice au terme duquel l'institution a conclu une baisse de la croissance économique à moins de 5%, mais également une hausse de l'inflation jamais égalée depuis plusieurs décennies, 8,5%. Quel regard jetez-vous sur ces conclusions, professeur? Oui, en fait, les agents du Fonds monétaire n'ont fait que redire ce qui a été dit précédemment dans les rapports soit des économistes ou des universitaires sénégalais, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une économie caractérisée par une forte inflation qui est due d'une part à la crise ukrainienne qui a fait qu'il y a une tension forte sur les produits pétroliers, de manière générale les hydrocarbures. Il y a également une tension sur le fret et l'approvisionnement des produits au niveau mondial, ce qui renchérit un peu le coût des produits. Et également, il y a entre autres le renchérissement du dollar par rapport à l'euro qui crée quelques problèmes sur le plan financier au Sénégal. Donc, de manière générale, le rapport du Fonds monétaire n'a pas apporté grand-chose par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et justement, un point du rapport qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les subventions à l'énergie qui devraient atteindre 750 milliards en 2022, soit 4,4% du produit intérieur brut. Et le fonds est bien clair, si des mesures ne sont pas prises, celle-ci devrait s'élever à 800 milliards de francs CFA en 2023. Quelles sont justement les mesures que l'État devrait prendre? Alors, ces subventions, il y a un débat là-dessus. Est-ce que c'est nécessaire, c'est pas nécessaire? Moi, je crois fondamentalement que la subvention qui porte, par exemple, sur le gaz est une subvention qui est nécessaire. Bon, elle est estimée à environ à 350 milliards. Bon, pour le reste, c'était des subventions conjoncturelles liées à la COVID et également à la situation de l'inflation qui est assez forte dans notre pays. Alors, espérons qu'en 2023, que les choses évoluent dans le bon sens et que les subventions puissent être retirées. Parce que le Fonds monétaire a raison sur ce côté. Si la situation perdure, se posera en fait un problème de soutenabilité de cette subvention par rapport au train des finances publiques. Et l'État du Sénégal sera quelque part obligé de mettre fin, ou en tout cas que cela occasionne des dérapages. L'État n'aura plus de marge de manœuvre budgétaire. Pour contenir la subvention si ça atteint les 800 milliards de francs CFA. Et maintenant, que dire de la dette publique qui devrait atteindre les 75% du produit intérieur brut? Un chiffre qui donne certainement le tournis aux économistes que vous êtes. Oui, ça aussi, c'est pas étonnant parce que vous savez que l'État du Sénégal n'a pas été transparent sur les chiffres. C'est grâce au Fonds monétaire et à la Banque mondiale qu'on a su que la dette avait dépassé le cap des 70% du PIB jusqu'à atteindre 75% du PIB. Alors, même dans le projet de loi de finances qui est actuellement débattu au niveau de l'Assemblée nationale, on nous parle de 70%. Alors, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans le monde, l'un des facteurs qui va entraîner peut-être une récession en 2023, c'est l'endettement inquiétant des États. Et ce n'est pas uniquement l'endettement des États, mais également c'est l'endettement des entreprises également, dans le secteur privé, dû aux effets de la Covid-19, parce que durant la Covid-19, il y a eu le confinement, il y a une baisse de la productivité du travail qui s'est observée dans pas mal de pays, et les entreprises ont fait moins de profits. Donc pour relancer le tissu économique, il a fallu en fait emprunter au niveau des banques pour pouvoir redémarrer l'activité. Donc c'est ce qui fait que également dans le secteur privé, on a un endettement. Maintenant, par rapport à l'État du Sénégal, là où ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, le projet de loi de finances qui est déposé à l'Assemblée nationale table sur une croissance de plus de 10%, ce qui, à mon avis, est intenable. Il y a un problème de sincérité budgétaire. Parce que la croissance à 10%, pour moi, ce n'est pas possible, parce que si on regarde de très près le projet de loi de finances, rien ne justifie une croissance qui va atteindre 10% l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'ils disent que
la croissance sera portée par l'exploitation du pétrole et du gaz, les hydrocarbures, alors que dans la loi de finances, les recettes prévisionnelles prévues dans l'exploitation des hydrocarbures est estimée à 50 milliards. 50 milliards ne peuvent pas porter une croissance à 10%. Également, quand vous regardez le projet de budget, le premier poste budgétaire, c'est la dette. Et ça, c'est quand même inquiétant, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal va mobiliser annuellement sur un budget dont on nous dit que ça va atteindre 6 400 milliards, quelque chose qui est quasiment équivalent à 1 600 milliards l'année, sous forme de remboursement de la dette. Ils ont dit que dans le projet de loi de finances, que le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts, est estimé en 2023 à 424 milliards. Mais le principal, quand vous regardez le tableau sur les équilibres des flux financiers, vous observez que les charges financières de l'État ont explosé. On est en présence des charges financières qui sont estimées à 2345 milliards. Et moi, je me pose la question, avec ces chiffres, il serait impossible pour le gouvernement du Sénégal de pouvoir lever des fonds. Et quand même vous regardez le tableau de financement qui est inscrit dans la loi de finances, également, vous êtes interloqué parce que on vous dit pour financer le déficit, ce sera un emprunt. Pour financer également la dette, on va procéder également à un emprunt. Donc, on risque de s'acheminer vers ce qu'on appelle un effet Ponzi. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pense que nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse parce que la croissance ne peut pas être tirée par l'endettement. Y compris également une partie de la croissance qui sera espérée l'année prochaine sera portée par le secteur privé international qui va sous-traiter les activités et nos entreprises nationales ne verront pas la couleur de l'argent. Et l'argent sera expatrié dans d'autres pays qui vont bénéficier de cette croissance. Et donc, dans tous les cas, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut nettement que l'État du Sénégal amorce des réformes de notre économie, des réformes profondes. Et ces réformes vont commencer déjà par le ministère des Finances. Pour moi, le ministère des Finances, tel qu'il est structuré aujourd'hui, séparé de l'économie, pour moi, n'est pas tenable. Pourquoi? Vous conviendrez avec moi, Ibou, que quand on parle d'économie au Sénégal, dans le jargon du gouvernement du Sénégal, on met en avant le ministère des Finances. Absolument. Ce qui est une aberration, parce que c'est le ministère de l'économie qui doit être en avant. On met le cadrage macroéconomique, on met les prévisions et les objectifs, et c'est après maintenant que les financiers interviennent pour voir comment financer l'économie. Mais j'ai l'impression qu'on fait la charrue avant les bœufs, on inverse la pyramide, c'est le ministère de l'économie qui est devant, et le ministère des Finances qui est devant, et le ministère de l'économie est quasiment absent du débat public, parce que effectivement, on a fait on les a séparés. Et pour moi, c'est là où on doit commencer à réformer. Maintenant, à l'intérieur du ministère, il y a une absence aujourd'hui de stratégie réelle pour déployer les outils, surtout en termes de couverture, par exemple, sur les hypothèses qui entourent la fixation des taux d'intérêt sur les marchés financiers, le prix du baril du pétrole, d'accord, qui dans les prévisions du budget, peut-être se tablerait autour de 70, et la banque américaine JP Morgan a indiqué que l'année prochaine, les prévisions sur le baril du pétrole vont tourner autour de $200. Si le baril arrive à $200, avec les hypothèses que nous avons aujourd'hui, nous risquons d'avoir des problèmes. Alors, et donc, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons réformer l'État, le ministère, pour mettre la stratégie en avant. Parce que moi en tant qu'économiste, ce que je constate de l'action du ministère, c'est une gestion quasiment de boutique, c'est encaisser, décaisser. Déplacer des fonds, les encaisser. Alors que la vocation du ministère des Finances, c'est d'avoir une gestion dynamique qui vise à faire des prévisions, à avoir des mécanismes de couverture pour parier à toute éventualité. Et ça, la Covid-19 l'a montré. Vous avez vu quand la Covid-19 est arrivée, l'État du Sénégal était tout de suite en tension de trésorerie et il fallait chercher 1000 milliards pour financer la relance. 1000 milliards, c'est énorme. On ne peut pas trouver 1000 milliards en l'État si on n'a pas de stratégie intégrée qui puisse permettre d'avoir les ressources. Donc pour moi, c'est ça en réalité le vrai problème, qu'on sorte de cette logique
qui nous a ruiné d'une gestion statique de l'État, surtout du ministère des Finances. Et en plus, je profite de votre plateau pour poser une question essentielle. Et cette question, je la pose aux universitaires et au gouvernement. Ibou, vous avez dit que la dette aujourd'hui est estimée quasiment à 12 000 milliards de francs CFA. 12 000 milliards de francs CFA. Moi, je vous pose une question simple. C'est où est passée la dette? Quelle est aujourd'hui la contrepartie de la dette? Ça ne s'est pas fait sentir au niveau du pays. En tout cas, moi, je pose la question. Quand je regarde l'économie générale, l'économie réelle du Sénégal, comparée, je veux dire, au montant de la dette, je me dis quelque part il y a un souci. Ou bien c'est moi qui ai un problème, mais en tout cas, moi je pense qu'il nous faut qu'on nous démontre la contrepartie de la dette. Et ça, c'est un débat public qui doit se tenir au Sénégal, parce qu'un pays dont le premier poste budgétaire, c'est la dette, ça pose problème. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une forte tension budgétaire qui fait que nos ressources sont siphonnées par le paiement de la dette et le paiement de la masse salariale, c'est-à-dire les frais de personnel. En dehors de ces deux rubriques, l'État du Sénégal n'a quasiment pas de marge de manœuvre. C'est pourquoi, si les projets ne sont pas financés par emprunt direct du bailleur, tous les projets que vous voyez ici au Sénégal sont quasiment à l'arrêt. Parce que l'État n'a pas les ressources pour faire face par rapport au financement de ces infrastructures. Et pour moi, il faut rapidement y remédier. Vous vous interrogez certainement en vous disant que est-ce que ces 12 000 milliards ont été utilisés à bon escient? Oui, ça, moi, je m'interroge, parce que la dette doit avoir une contrepartie. Absolument. En infrastructure, également sur le plan de financement de programmes éducatifs, programmes sanitaires, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a plus de 6 000 classes au Sénégal qui sont sous forme d'abri provisoire. Vous savez qu'aujourd'hui, est-ce que notre pays possède un hôpital de rang niveau 4 ou niveau 5? Ça, ce sont des questions majeures qu'on doit poser. Et aujourd'hui, l'endettement est orienté, je pense, soit c'est englouti dans des projets qui n'ont aucun impact sur le fonctionnement ou le dynamisme de notre économie, ou bien c'est détourné d'une part par des mécanismes de corruption, on ne sait pas, mais en tout cas, ça ne se reflète pas dans le tissu économique de notre pays. Vous avez évoqué tout à l'heure le démarrage de la production de gaz et de pétrole attendu en 2023. Aujourd'hui, beaucoup de nos citoyens attendent avec impatience le démarrage de cette production. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le Sénégalais lambda le sentira sur son quotidien? Bon, moi je suis très prudent concernant le pétrole et le gaz, pour une simple raison, parce qu'en économie, on apprend aux étudiants le principe du syndrome hollandais. C'est-à-dire les pays qui ont de fortes ressources en pétrole et en ressources naturelles de manière générale sont des pays pauvres. Bon, pourquoi? Parce que c'est dû au fait que l'exploitation de ces ressources crée une appréciation de leur monnaie, et cette appréciation de la monnaie nationale peut impacter négativement sur les autres secteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais, y compris également créer des dynamiques de corruption via les grandes multinationales qui auront pour objectif de venir capturer les ressources par la capture des hommes politiques. Ça, c'est bien connu. Mais quand on regarde la loi de finances qui a été déposée pour cette année, on nous parle que de 50 milliards de recettes tirées des hydrocarbures. 50 milliards et les 33 milliards seront investis dans des projets sociaux ou ministère de l'enseignement supérieur, de la santé, ministère du développement, je pense, communautaire. On finance un hôpital à Saint-Louis. Mais les 17 milliards qui restent, il y a 5 milliards qui sont, je crois, dédiés au fonds intergénérationnel et je crois 12 milliards qui sont dédiés au fonds de stabilisation économique. Pour moi, ces montants sont assez faibles pour que les Sénégalais lambda puissent espérer l'année prochaine ressentir les effets de l'exploitation du pétrole. Moi, je pense que les chiffres qui sont annoncés ne sont pas sincères. D'ici peut-être le mois de juin, on va s'acheminer vers une loi de finances rectificative qui va tenir compte de vrais chiffres, parce qu'une croissance à deux chiffres avec les chiffres que j'ai observés dans la loi de finances, pour moi, c'est fondamentalement incohérent. 50 milliards, vous l'avez dit, c'est peu. Alors, quel devrait être le montant qu'il faudrait pour essayer justement de juguler cela? Alors, moi, quand j'ai vu la loi de finances, je pensais que les ressources sur les hydrocarbures pourraient au moins atteindre le cap de 600 milliards. Pour moi, c'était mon hypothèse de départ. Parce que
avant de lire la loi de finances, j'avais eu écho que l'année prochaine, enfin, on va commencer à exploiter le gaz, donc les ressources vont être générées. Mais à l'aune de la loi de finances, je constate que mes espérances ont été douchées parce qu'il y a 50 milliards qui est inscrit, et 50 milliards, ce n'est pas grand-chose. Mais si on atteignait des montants qui au moins avoisineraient les 600 milliards, je pense que ça sera important et que le Sénégalais pourrait en fait le ressentir. Mais 50 milliards, même 150 milliards, c'est moins de 1% du PIB du Sénégal, ça aura un effet plus que marginal. C'est marginal. D'accord. Alors aujourd'hui, l'actualité est marquée par le démarrage du marathon budgétaire, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure, 6 milliards 400 en termes de budget. Alors, quel regard jetez-vous sur ce montant et pour le budget du Sénégal? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez que de 2012 jusqu'à aujourd'hui, en moyenne, le budget du Sénégal augmente de 9% l'année. 9 à 10% l'année. C'est la croissance du budget en moyenne. Également, on a également peiné à avoir les lois de règlement pour voir par rapport aux autorisations qui ont été données ce qui a été fait. Parce que ça aussi, c'est un autre problème que j'ai oublié d'évoquer. Parce que tout ceci est bien, mais il faut regarder les lois de règlement pour voir par rapport aux autorisations qui ont été données, aux objectifs qui ont été assignés, qu'est-ce qui a été atteint et qu'est-ce qui n'a pas été atteint. Si puis pourquoi, et sinon également pourquoi. Mais ça, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le consulter parce qu'il y a eu beaucoup de retard sur la votation des lois de règlement. Mais aujourd'hui, un budget de 6 400 milliards, c'est peut-être possible au Sénégal. Mais je vous rappelle qu'avoir un budget de 6 000 milliards ne veut pas signifier la prospérité. Le budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses. Vous pouvez avoir 6 milliards de budget, ça veut dire que vous avez 6 milliards de dépenses et 6 milliards de recettes. Et aujourd'hui, autant que je m'en souvienne, le problème réel de l'économie du Sénégal, ce sont les recettes. On a un problème de recettes. Ça, c'est incontestable. Les problèmes de recettes sont liés au sous-emploi, d'accord? Parce que l'assiette fiscale est assez réduite, d'accord? Et il faut impérativement, dans les décennies à venir, pour relever les défis de la prospérité économique, élargir l'assiette en créant davantage d'emplois, en incitant à la création d'entreprises et en essayant également d'engloutir le secteur informel qui, par essence, emploie 9 salariés sur 10 au Sénégal. Je crois que ce sont les prochains défis qu'il faudra poser sur la table pour essayer de créer les conditions de la prospérité et de la croissance partagée. Professeur, on ne va pas terminer sans aborder la campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre le 21 novembre, avec cette année un prix au kilogramme plancher à 275 francs. Alors, comment jugez-vous ce prix aujourd'hui? Alors, la question n'est pas le prix, parce que moi j'ai même écrit un article sur l'arachide concernant la production. Et justement, je complète la question. Il y a beaucoup de producteurs également qui lancent un appel à l'État pour qu'on paye les crédits qui ont été contractés au niveau des banques. Alors aujourd'hui, si cela n'est pas fait, quelles conséquences cela pourrait avoir? Oui, je vais y arriver. C'est-à-dire que le problème est profond. Pourquoi c'est profond? On a un secteur agricole, notamment qui s'appuie sur l'agriculture de l'arachide, qui est aujourd'hui en obsolescence. Aujourd'hui, moi je me pose toujours la question, comment on a pu laisser ce système faire pendant au moins tant de décennies? Il faut qu'on change de cap par rapport à la production d'arachide. Aujourd'hui, on a bien donné des semences subventionnées, etc. Le résultat est toujours le même. Chaque année, c'est les mêmes problèmes. Commercialisation, prix plancher, paiement des crédits contractés au niveau des banques, etc. etc. C'est devenu une routine. C'est devenu une routine. Et cette bande-là est raillée. Je pense que l'État doit reprendre des initiatives pour moderniser le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de capitaines d'industrie qui doivent s'engager dans l'agriculture, et notamment la production d'arachide. Et faire de ce secteur un des secteurs moteurs de notre économie
sur des financements industriels qui permettront d'occasionner des créations d'emplois durables dans notre pays. Mais nos parents qui sont à Kaolack, qui sont à Diourbel, qui produisent l'arachide, n'arrivent même pas à vivre 3 à 4 mois avec le produit de leur récolte. Parce que c'est un secteur qui, je l'ai dit, est très peu pénétré par les technologies, d'accord? Et on continue toujours à cultiver comme ça se faisait dans les années 60. Et c'est la raison pour laquelle se posent des problèmes de productivité qui, chaque année, nous desserrent en fait la même scène. Il faudrait donc moderniser, je vous comprends, professeur Souleymane Astou Diagne, qui était notre invité dans cette seconde partie de Soir d'Info. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en compagnie de TFM. Merci.